Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière en ce mois de mars. J'aime bien parler féminisme. Et là, j'ai eu envie de vous faire une petite liste non exhaustive de livres qui ont été estampillés féministes, voilà, qu'on a annoncé, qu'on a présenté comme féministes, et qui ne sont pas du tout, ou en tout cas pas autant qu'ils devraient l'être. Alors ouais, liste non exhaustive parce que honnêtement, j'en ai certainement oublié. Et je me dis que au pire du pire, je ferai un tome 2. Voilà, je ferai une deuxième partie dans longtemps, d'ici, voilà, quand j'aurai lu d'autres livres féministes qui ne sont pas féministes, comme ça au moins. Voilà, et puis autre petit mini disclaimer aussi, bon, il y a pas mal de ces livres que j'ai lus il y a très longtemps, enfin très longtemps, ouais, quelques années quoi, et je me souviens plus en détail de certaines choses et tout ça, donc de fait je vais passer assez vite sur certains. Voilà, le but c'est pas de faire une vidéo de 2 heures, ça sera pas une vidéo très très poussée dans l'analyse et tout ça, mais quand même, je vais quand même expliquer pourquoi, pour moi, ces livres ne sont pas féministes ou pas, en tout cas pas autant qu'ils le devraient. Et du coup, eh ben écoutez, on va commencer. Alors il n'y a pas d'ordre, hein, c'est totalement, l'ordre est totalement aléatoire, hein, je précise. Et du coup, on va commencer avec un young adulte qui est L'année de grâce de Kim Liggett, qui est voilà, qui est. Alors vous allez voir qu'il y a quelques dystopies, hein, dans cette liste. Je vais pas dire un top ni un flop en vrai, mais voilà, dans cette liste. Il y a quelques dystopies parce que suite au succès de la série tirée de La Servante écarlate, parce que La Servante écarlate ça date de 1985 je crois, mais il y a eu une adaptation il y a quelques années en série, qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs, qui a connu un succès, et ça a eu pour conséquence la sortie de pas mal de dystopies étiquetées féministes. Voilà, ça a été un peu la mode pendant un moment. Malheureusement, on va pas se mentir, il y a pas mal de loupés dans ces dystopies. Voilà, alors celui-ci, c'est pas un loupé à proprement parler, parce que ça fait partie des livres que moi j'ai quand même bien aimé. Il se lit bien. Alors, je vais d'abord commencer par vous dire de quoi ça parle. C'est pas mal. Donc, dans cette histoire, en fait, on est dans un monde dystopique, hein, de fait, où les jeunes filles de 16 ans, en fait, alors je sais plus si c'est 16 ans, non. Je crois que c'est à la puberté, en fait. Je crois que c'est quand elles ont leurs règles. Je vous avais dit, hein, que je me souvenais plus. Ah non, c'est bien ça, c'est leurs 16 ans, pendant leurs 16 ans. Au moment de leurs 16 ans, en fait, on exile les jeunes filles. Alors, on comprend, donc métaphoriquement, hein, c'est par rapport à leur puberté qu'elles sont devenues trop, enfin elles attirent trop les convoitises en fait, et donc il faut les exiler pendant 1 an en fait, parce que ouais voilà, en fait c'est ça la métaphore du truc, c'est que en fait dans le livre elles ont une certaine magie qui se développe, et du coup en fait il faut les éloigner pour arriver à détruire cette magie. Voilà, donc voilà, on comprend la métaphore, hein, dans le truc. Donc ça a parté d'une bonne intention, puisqu'on va se retrouver donc avec toutes ces filles de 16 ans, voilà, pendant 1 an dans leur camp, où en fait elles doivent survivre, hein, littéralement, parce que vraiment il y a un côté un peu Sa Majesté des Mouches, où voilà, elles se retrouvent sans adultes et tout ça, machin. Et on va suivre notamment Tierney, qui est donc une de ces jeunes filles. Et ouais,
En vrai, la grande partie du livre est très très bien. Ça parle de sororité, notamment. Voilà, bon, évidemment, ça parle féminisme. C'est vraiment un roman d'apprentissage, etc. Bon, le problème, le gros problème qui pour moi a été quand même un petit peu rédhibitoire par rapport au message féministe, c'est que, il y a une romance. Il y a une romance, et pas une romance lesbienne. Franchement, j'aurais préféré, au moins ça aurait fait sens. Ça aurait fait sens, mais non. Non. C'est pas une romance lesbienne, c'est une romance avec un homme. Alors je ne dis pas évidemment qui, quoi, comment. Et le truc, c'est que cet homme, il va être un petit peu présenté. Alors je ne dis pas si ça va être le cas ou quoi, mais en tout cas, il va être présenté un peu comme le sauveur. Comme celui par qui arrive potentiellement, par qui peut arriver potentiellement la sécurité, etc. Par celui qui va être un réconfort, etc. Enfin voilà, en tout cas, plein de trucs comme ça qui pour moi sont un peu problématiques quand on veut parler d'un roman féministe, hein, et qu'on veut faire passer un message féministe en tout cas. Parce que, non, quoi, ne faites pas ça. N'accordez pas d'importance, autant d'importance. Que les hommes aient leur place dans l'histoire et tout, il n'y a aucun souci. Mais tu peux pas faire un roman féministe dans lequel les hommes sont montrés comme des sauveurs, comme des réconforts, etc. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On est censé montrer justement des femmes fortes. Et là, c'est pas le cas. Et c'est le mec qui est l'homme fort, en fait, le personnage fort. Non, non, je suis désolée, mais ça, pour moi, ça va pas du tout. Voilà. Donc, pourquoi l'année de grâce, alors, c'est quand même... l'histoire est sympa, j'ai beaucoup aimé, etc. Mais pour moi, je suis désolée, ça sera pas un modèle de féminisme, ne serait-ce qu'à cause de cette partie-là, qui, en plus, pour moi, est complètement absurde et inutile. Ça n'a aucun intérêt dans cette histoire. Aucun. C'est comme si l'autrice avait voulu remplir un cahier des charges. Parce que c'est vrai que encore à cette époque, il est sorti en 2020, encore à cette époque, il y avait ce truc de... dans les young adultes, il faut qu'il y ait une romance et si possible hétéro, quoi. Et voilà. Et bon, heureusement, maintenant, ça se fait de moins en moins. C'est pas nécessaire de faire des bonnes histoires avec des romances. À un moment, faut arriver à intégrer ça, quoi. Ensuite, deuxième de cette liste, qui est le plus récent que j'ai lu. Mais je le mets parce que, pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de gens qui en attendaient beaucoup de celui-ci. C'est Cucu de Camille Emmanuel. Alors Camille Emmanuel, c'est quand même une militante féministe à la base. Du coup, quelle ne fut pas ma déception de constater que ce livre n'est pas franchement féministe. Et c'est con parce que... Alors, en plus, ça m'énerve parce qu'on sent qu'elle essaye de distiller des trucs féministes. Alors, attendez, faut que je vous dise déjà de quoi ça parle. Mais ça échoue. Ça échoue. Donc, en fait, dans cette histoire, alors voilà, l'idée de base, en plus, était assez cool, puisqu'on va suivre une prof, Marie, qui est aussi écrivaine. Et en fait, elle a été embauchée dans une maison d'édition qui ne fait que de la romance. Et en plus, voilà, romance plutôt érotique, la new romance, hein, comme c'est... Enfin, c'est un peu moins à la mode maintenant, mais lui était par le passé. Et en fait, bon, elle, le problème, c'est que donc l'héroïne, Marie, ouais, elle est féministe et ça la saoule d'écrire des histoires un peu cucu comme ça, ouais. Où en plus, bon, t'as le beau mec un peu sombre et tout ça, qui... Enfin, l'héroïne étant pas moison devant lui, bref, c'est pas du tout féministe, un peu à la 50 nuances degrés, hein. Et le truc, c'est qu'un jour, son éditrice lui demande, ça y est, c'est au moment où la dark romance apparaît. Donc la dark romance, c'est quand on romantise le viol et les tortures.
pour en faire une histoire d'amour, quoi, alors que, bon, bah, évidemment, dans la vraie vie, ça n'existe pas, ça, hein, on est d'accord. Et donc Marie, évidemment, elle va pas être ravie de devoir écrire ce genre de truc. Alors déjà, les romans, ça l'a saoulée, mais alors là, c'est juste pas possible. Un truc culture du viol à mort, c'est pas possible, quoi. Et le truc, c'est que, en fait, elle va, quand on lui demande ça, elle va, alors qu'elle est dans une soirée un peu bourrée et tout, elle va carrément buter son personnage principal. Elle dit, ah ouais, bah puisque c'est comme ça, allez, je te, je te bute. D'ailleurs, cette scène est très drôle, c'est tout au début du livre. Et en fait, elle va s'endormir et au moment du réveil, elle va se rendre compte qu'il y a un homme inconnu chez elle. Et cet homme, il n'est pas si inconnu que ça, puisque c'est son personnage principal qui a pris vie. Voilà. Et donc lui, il vient d'un monde imaginaire, hein, puisque c'est le monde qu'elle a créé. Et donc voilà, il va être confronté au monde réel dans lequel, alors que dans son monde imaginaire, c'était un riche milliardaire. Là, évidemment, il n'a pas une thune. Hein. Et voilà, on va suivre Marie dans son truc de comment elle va se dépatouiller de tout ça. En plus, elle est en train de dater avec un homme qu'elle aime beaucoup. Et enfin bon, bref, voilà. En plus, dans son cours de français, enfin dans son lycée, dans le lycée où elle est prof de français, qui est un lycée privé catho, elle a ouvert, enfin elle a fait un petit club qui est officiellement un club de lecture pour les femmes, mais qui en fait est un club de lecture féministe. Bref, voilà, en fait elle va devoir composer avec tout ça. Donc l'idée était pas mal, sauf que au final, le problème c'est que en fait elle fait passer des messages féministes via son club féministe, via un petit peu les pensées de l'autrice quand elle dit que voilà que la dark romance c'est de la culture du viol, etc. Mais ça s'arrête là. Et en fait, au final, c'est plus de la chiclite. Un peu. J'allais dire un peu cucu, en vrai, ouais, dans le sens où, bon, c'est gentillet. C'est pas très edgy, quoi. Hein, ça révolutionne pas du tout le truc, malgré cette idée originale. Et le message est pas si fou, je trouve, franchement. Je comprends pas. En fait, je comprends pas la tournure. Voilà, je vais pas spoiler, mais le roman prend une tournure un peu bizarre qui est pas du tout féministe, quoi. Je suis désolée. Ouais, franchement, c'est. Ouais, vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien, vraiment. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que l'idée était bien, mais voilà, et c'est pas ultra drôle. Vraiment, c'est de la. Ouais, c'est un peu de la mauvaise chiclite au final, et c'est le féminisme dedans, et c'est zéro, quoi. C'est franchement, quel dommage. Bref, bon, voilà. En tout cas, bah tant pis, c'est comme ça. Et puis, c'est dommage parce que pour une fois qu'il y a quelqu'un qui aurait pu justement révolutionner un peu le genre de la romance en faisant un truc plus féministe, ben ça marche pas. Et donc comme je disais la dernière fois en live, voilà, si vous voulez lire de la checklist féministe, lisez l'Académie des femmes parfaites de Ellie Acton, qui est voilà totalement checklist féministe. Voilà, rien à voir avec ça du coup. Ensuite, oulala, bon bah lui, hein, voilà, je pense que c'était le tout premier roman que j'avais chroniqué sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, à l'époque, j'étais restée encore gentille, je trouve, vraiment. Parce que ce roman, Je me suis tue de Mathieu Ménégo, il est ultra problématique, on va pas se mentir. Pour moi, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe. Donc dans cette histoire en fait on va suivre Claire qui est qui dans un milieu un peu bobo parisien hein, qui un jour alors qu'elle rentre d'un dîner seule à vélo, elle va être violée par je crois qu'en plus c'est pas un SDF, je sais plus. Et en fait, bah, sa vie va basculer à partir de là
parce qu'elle va décider de ne pas en parler, parce que la honte, parce que elle a une vie très bourgeoise et tout ça, et que voilà, dans ce milieu-là, on ne parle pas de ce genre de choses. Et elle va décider voilà, de ne pas en parler. Et le truc, c'est que ça va être l'escalade. Ça va être l'escalade des problèmes. Hein. Voilà. Jusqu'à un nouveau drame. Et voilà. Et en fait, le problème de ce livre, c'est qu'il ne parle pas de viol, il ne parle pas des conséquences d'un viol. Il parle du fait qu'il faut pas se taire. D'ailleurs, c'est le titre du livre. Je me suis tue et je me suis tue. C'est à cause de ça. C'est pas à cause du viol. Dans le livre, c'est littéralement ça. Ce n'est pas à cause du viol qu'arrive la déchéance de la narratrice. C'est à cause du fait qu'elle ait décidé de ne pas parler. Et en fait, tout le livre consiste à la culpabiliser de ne pas avoir parlé. L'intégralité du livre, c'est ça. Parce qu'en fait, elle ne prend que des mauvaises décisions. Que des mauvaises décisions. Sauf que, en réalité, ce ne sont pas des mauvaises décisions. C'est-à-dire que, dans la vraie vie, une victime de viol a parfaitement le droit de se taire. A parfaitement le droit de ne pas porter plainte, surtout quand on voit comment sont traitées les plaintes pour viol. Hein. Et ben là, non. Et en fait, le truc, c'est que l'auteur, pendant tout le long du livre, va insister sur le fait qu'elle est trop conne. Voilà. Elle est trop conne parce qu'elle n'a pas parlé. Et que du coup, tout ce qui en découle, c'est uniquement de sa faute. C'est totalement slut-shaming. Alors déjà, alors, culture du viol de fou, parce qu'en plus, elle est violée. Pourquoi ? Parce que elle rentre seule, donc déjà, voilà, c'est de sa faute. Et en plus, évidemment, par un mec, par un SDF, paye ton classisme, hein, bien sûr. Et en plus dans un tunnel avec un couteau, machin, enfin vraiment le cliché en fait du violeur, alors que dans la réalité on sait hein, bien sûr que ça c'est très très peu courant, hein, que les viols les plus courants c'est des personnes de notre entourage. Voilà, donc il y a toute la culture du viol réunie en un seul roman. Oui, non, c'est clair, Elsa, faut pas que tu lises ça, tu as pété un câble. Moi, franchement, une chance, entre guillemets, que je l'ai lu à une époque où j'étais pas encore vraiment déconstruite, mais même à l'époque, j'avais pas aimé à cause de ça. Même à l'époque. Je m'étais dit, attends, j'avais pas été aussi vindicative, mais je m'étais dit, attends, mais on est d'accord que là, le mec, là, l'auteur, en fait, il juge la narratrice, quoi. Enfin, il blâme, en fait, la victime, quoi. Il blâme la victime. C'est ouf. Ah ouais, non, mais complètement. Il fait totalement ça. Donc, il y a vraiment des gens qui ont dit à l'époque que c'était féministe parce que ça parle de viol, etc., que ça dénonce le viol. Ça ne dénonce pas le viol. Ça ne dénonce pas le viol. C'est même tout l'inverse, limite. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça va pas du tout. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ce livre est problématique au possible. Vraiment problématique. Voilà. Vraiment, le message du livre, il est catastrophique. Bref. Donc, non. Il faut vraiment pas le lire. Je comprends pas, en fait. Enfin, si, je comprends pourquoi il a eu du succès. Parce qu'il est putassier. Parce que c'est une meuf qui est violée. Parce que après il va y avoir des dingueries dans le truc. Alors, c'est très, attention, voilà. Drama. Façon fait divers bien sordide, voilà, et ça les gens aiment, voilà, parce que si c'est sordide, les gens aiment, ils en ont rien à carrer du fait que ce soit féministe ou pas féministe, clairement, voilà, c'est juste un roman putassier, et moi je comprends pas le succès de cet auteur, je suis désolée, bref, bon, voilà. Et il a encore repris un petit coup. Il a repris quelques balles, hein, parce que bon, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Voilà.
Je me... je me permets de lui remettre quelques balles un petit peu là. Ensuite, bon alors, dans la lignée des hommes qui essayent de faire du féminisme, mais qui ratent totalement, je vous présente Cédric Cyr, avec son... les aliments de rire, avec son Survivante. Bon, alors je précise que, contrairement à Mathieu Ménégo, Cédric Cyr, à la base, c'est pas un mec problématique. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un qui essaye de faire des choses, mais ça reste un mec, ça reste un homme, ça reste un homme pas déconstruit. Et bah ça se voit. Oui, voilà, il est ouvert à la discussion. Il est franchement, c'est quelqu'un de très bien. Moi, je l'adore hein, personnellement. Voilà, j'adore Cédric. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment pas quelqu'un d'obtus et c'est pas quelqu'un de problématique. C'est juste un mec, voilà, qui est pas encore déconstruit. Et il a essayé de faire un truc qui se voulait un peu féministe. Bon, il s'est loupé, Alors après, est-ce qu'il a vraiment voulu que ce soit féministe? Je suis pas sûre, je pense pas. En vrai, c'est pas lui. Je pense que c'est la communication plutôt autour du livre qui a présenté ça comme quelque chose de féministe parce que forcément, on suit des femmes qui vont buter des mecs qui sont des violeurs, des féminicides, tout ça. Voilà, donc oui, de fait, on se dit, ça peut commencer comme un truc féministe. Ouais, il a surfé un peu sur la vague, voilà. Ça peut commencer comme un truc féministe. Le problème, c'est que, bon, je vais pas vous dire pourquoi c'est pas féministe, parce que je peux pas spoiler, parce que c'est vraiment à la toute fin. Mais sachez que, bon, la sororité n'est présente qu'au début, après, ça va partir en couille. Vraiment, vraiment, vraiment. Encore une fois, les femmes qui se tapent dessus pour des broutilles en plus, c'est ça qui m'énerve. Les femmes qui ne sont pas compréhensives entre elles, c'est juste pas possible, surtout quand elles sont toutes des survivantes, comme le titre l'indique, c'est-à-dire qu'elles sont rescapées de choses horribles et elles n'arrivent pas à être empathiques entre elles. C'est pas possible. À un moment, c'est pas crédible. Et puis en plus, ouais, voilà, bon. Il y a quand même des femmes qui sont les méchantes. C'est quand même des femmes qui sont les méchantes de l'histoire, globalement. Même s'il y a des hommes aussi qui sont méchants, ça tape encore sur les femmes, quoi. Ça tape encore sur les femmes. En fait, c'est un livre sur... Regardez, les femmes entre elles, elles sont méchantes. Globalement, c'est un peu ça, hein. En fait, quand tu réfléchis au message du livre, c'est un peu ça. Regardez, les femmes entre elles, elles sont méchantes. Oui, d'accord, les hommes, ils sont violents. Oui, mais regardez les femmes entre elles, hein. Franchement, elles sont méchantes, hein. Oui, 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 hein. Regardez. Regardez, en fait... Oui, d'accord, les hommes, c'est des violeurs, ils tuent des gens et tout. Mais les femmes, elles sont pas très très gentilles, en vrai. C'est vraiment ça, en fait. Ça me bute. Ah non, arrêtez. Alors, attention, je suis pas en train de dire il faut que les femmes soient forcément gentilles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Évidemment qu'il y a des femmes qui sont des connasses, il y a des femmes qui sont des meurtrières, évidemment. Mais le truc, c'est que quand tu veux faire un livre ou qui part avec un parti pris féministe, ou en tout cas, voilà, qui met en avant le fait qu'il y ait des hommes violents et que du coup, il y a des femmes qui veulent se venger et tout ça, tu peux pas faire de ton message limite l'inverse du truc en disant oui, d'accord, les hommes, mais quand même, les femmes, c'est un peu pire, quoi. Non. Déjà, c'est pas vrai, les femmes sont pas pires, là, pour le coup. Autant, je veux bien vous dire que oui, il y a des femmes qui sont méchantes et tout ça, mais en attendant, dans 90% des violences, ce sont les hommes qui sont les auteurs, donc tu peux pas dire les femmes sont pires que les hommes, c'est pas vrai. Et là, ça va pas, quoi. Quadrangulaire, merci. Quadrangulaire, c'était le terme, oui, bon, alors pour YouTube, vous allez pas comprendre, mais parce qu'on parlait des municipales, et je cherchais le terme triangulaire, mais quand il y en a 4. Quadrangulaire. Merci. Ouais. Donc, ok, voilà. Donc,
Ouais, espérons du coup. Donc voilà pour celui-ci qui a été très décevant, hein, c'est con parce que ça partait bien. En vrai, moi j'étais assez enthousiaste parce que j'aime beaucoup Cédric Cyr. Alors oui, c'est pas quelqu'un qui met de la profondeur dans ses messages, mais c'est quelqu'un qui fait des livres qui sont très cinématographiques, très prenants. Il y a une patte un petit peu, enfin tu sens le mec qui est fan de pop culture et tout. Voilà, moi j'aime bien et c'est toujours très page turner et tout. Et là, voilà, moi j'espérais, j'attendais pas un truc ultra féministe. Moi, je m'attendais à ce que ce soit fun, à ce que ce soit un peu, ouais, cathartique et tout ça, machin. Mais malheureusement, il y a eu ce message qui a un peu gâché le truc, quoi. Ensuite, alors, putain, celui-là, je sais que je vais être unpopular opinion sur celui-là, Le cœur des femmes de Martin Winkler. Je sais que je suis totalement unpopular opinion, mais je maintiens, je m'en fous, je maintiens. Je maintiens que ce livre n'est pas féministe. Je suis désolée. Voilà. Je suis désolée. Putain, j'ai même pas parlé du synopsis. J'en ai parlé un peu du synopsis de Survivante. Oui, j'ai dit que c'était des femmes qui s'alliaient. J'ai juste pas... Je suis pas rentrée dans les détails, mais... donc oui, Le cœur des femmes. Dans Le cœur des femmes, en fait, on va suivre... On va suivre une femme, mais je sais plus son nom. Bon, bref. En fait, on va suivre une interne en médecine qui veut, en fait, intégrer le service de chirurgie gynécologique. Et le truc, c'est que, bon, elle est très... à cheval sur la médecine, enfin, le côté très scientifique du truc. Voilà. Et en fait, elle va être prise en tutoriel. Enfin, je sais pas comment on dit. Va être managée par un homme, par un chirurgien, donc gynécologique, qui lui va lui expliquer en fait que la gynécologie, c'est pas seulement de la médecine en mode scientifique, c'est aussi être à l'écoute des patientes en fait, et voilà, qu'il y a une grosse partie d'humain et de dialogue, etc., dans cette pratique de la médecine. Donc ça partait d'une bonne intention, et d'ailleurs ça a été beaucoup mis en valeur, ce livre-là, par rapport à ça, par rapport au fait que ça a été... Alors oui, il est sorti à 15 ans, hein, donc forcément, bon voilà, c'était avant MeToo, c'était avant pas mal de choses. Mais ça a été beaucoup mis en avant par rapport au fait que ça révélé un petit peu que qu'il y avait des violences gynécologiques et que c'était extrêmement important que les gynécos soient à l'écoute des patientes plutôt que juste exercer leur métier de façon très froide, etc. Donc c'est un livre qui a quand même fait du bien, entre guillemets, par rapport à ça. Le souci, c'est que dans ce livre, notre héroïne, en fait, c'est une connasse, vraiment, clairement, elle est ultra problématique, elle est très froide, etc. Mais le docteur qui est censé, enfin le médecin qui la prend avec elle, est censé être genre le gynéco parfait qui écoute ses patientes et tout. C'est un connard aussi. C'est un putain de connard misogyne. Vraiment, je suis désolée. Il est ultra problématique. Et en fait, il ne fait que du mansplaining tout le temps. Que du mansplaining. Et en fait, les patientes sont infantilisées de fou dans cette histoire. C'est terrible. Moi, ça m'a insupporté. Donc, en fait, c'est pas dans cette histoire, le mec, il n'est pas à l'écoute de ses patientes. Il les infantilise. C'est lui qui sait faire. Donc, oui, il les écoute, oui, il n'est pas violent, mais il les traite
comme des enfants, je suis désolée. Et pareil avec notre interne, il la traite comme une gamine parce que pour lui, voilà, c'est juste, elle vient d'arriver, c'est bon, c'est lui qui doit tout lui apprendre, etc. Et donc lui, c'est tout. Les femmes ne savent rien. C'est un putain de livre sur le mansplaining avant l'heure. Vraiment, vraiment, ce n'est que ça, ce livre, c'est du putain de mansplaining. Je n'en pouvais plus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas parce que t'es chirurgien et que tu vas dire oui, il faut être humain et tout ça que t'as la science infuse et que tu sais tout mieux que tout le monde. Non. Ça suffit. S'il y a des moments où en plus l'interne trouve qu'elle avait raison, c'est ça le pire. Mais le mec, en plus c'est un peu homophobe et tout, parce qu'à un moment, en fait, comme il est un peu maniéré et tout ça, elle suppose qu'il est gay et tout ça. Bon, après, voilà, mais le mec, il, genre, limite, bah non, en fait, limite, il s'offusque, quoi, du truc. Oui, d'accord, les clichés, tout ça, mais pourquoi est-ce qu'il faut... et déjà, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument qu'il soit hétéro, le gars? J'ai pas compris. Je sais pas. Qu'est-ce que ça change qu'il soit gay ou pas? On dirait que c'est important dans l'histoire qu'il soit hétéro, en fait. Genre, il connaît mieux les femmes. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bref, il y a plein de trucs qui m'ont... Il y a plein de trucs qui m'ont cringé dans ce livre. Voilà, donc voilà. Mansplaining. Il aurait fallu que ce livre soit écrit par une femme. Encore une fois. À chaque fois que les hommes tentent de faire des trucs féministes, c'est loupé, ça me bute. Putain. C'est pas possible. Bon, voilà, après, il y a des trucs intéressants, mais bon. Bref, voilà. Femme infantilisée, quoi. Paternaliste, voilà, c'est ça, c'est le mot. Ce livre est paternaliste. Donc, désolée pour mon homme populaire opinion. Je sais que... Après, voilà, je l'ai lu assez récemment, et c'est un livre qui date de 2011, et oui, c'est sûr qu'en 2011, on ne parlait pas de mansplaining, et c'était pas choquant, ce genre de truc, donc oui, c'est sûr, mais bon... Quand même, quoi, ça fait un peu chier que encore aujourd'hui, il y a même eu une adaptation en BD et tout ça, que encore aujourd'hui, il soit autant mis en avant, quoi. Ensuite, alors, La Nuit chienne de Rachel Yoder. Alors, bon, il y a débat sur celui-ci. Je sais que, par exemple, j'ai une amie féministe qui me l'avait offert. Qui, elle, avait adoré. Maintenant, bon... je pense que c'est une question d'interprétation aussi, là, en ce qui concerne celui-ci. Mais moi, c'est le genre de féminisme, entre guillemets, que je ne soutiens pas. Enfin, ça me va pas du tout. Alors pourtant, cette amie-là, elle est comme moi, hein. Et surtout, j'étais assez étonnée parce que c'est une amie qui ne veut pas d'enfants et tout ça. Enfin, voilà, qui peut... contre le fait que on associe les femmes à la maternité, et là typiquement c'est ça, mais en fait elle a pas vu le message, elle a pas vu le même message que moi en fait. C'est pour ça que bon bah voilà, c'est vrai que là pour le coup c'est sujet à interprétation. Mais en gros dans cette histoire en fait on va suivre une femme qui a beaucoup de charge mentale, donc elle a un fils et elle a un mari pour lesquels elle donne tout. Elle a même dû abandonner sa carrière, etc. Et son mari, lui, il n'est pas ultra présent, en vrai. Pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Et du coup, notre narratrice, en fait, va se retrouver très esseulée et avec beaucoup de charge mentale par rapport au fait de devoir s'occuper du gosse, etc. Et petit à petit, elle va se transformer en chien. Et en fait, c'est une métaphore. C'est une métaphore parce que les chiens, en fait, sont des animaux qui obéissent, etc. Et en même temps, qui ont une part sauvage en eux. Donc, il va y avoir, en fait, un mix de ce truc-là chez elle. Voilà, ça va être très métaphorique. Par rapport aussi au fait que chienne en anglais c'est bitch, hein.
Voilà, donc qui a vraiment une connotation. Nous aussi, un peu en français, il y a cette connotation-là, hein, avec chienne, mais encore plus en anglais. Et voilà, donc il va y avoir voilà, tout ce message-là dans cette fable, mais le problème, c'est que je trouve que le message final du livre, sans entrer dans les détails, encore une fois, pour pas spoiler, c'est vraiment la maternité sacrée. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Surtout qu'en plus, il y a une scène que j'ai trouvé très cringe. Il y a vraiment une grosse scène à la fin. Très, très bizarre. Où vraiment la maternité est comment dire, est sanctifiée, quoi. Voilà. Et vraiment déifiée comme ça, la mère, etc., qui est au-dessus de tout. Enfin, voilà, c'est vraiment ce truc. Ça m'a gênée. Ça m'a gênée parce que j'ai vraiment eu l'impression que dans ce livre, en fait, les femmes sont femmes parce qu'elles sont mères. Et alors, encore une fois, c'est sujet à interprétation, voilà, mais moi, je l'ai vu comme ça. Et de toute façon, ce livre m'a grandement gênée parce que, en fait, ouais, la narratrice finit par agir tout le temps comme un chien, et même quand elle est sous forme humaine. Et c'est très cringe et très gênant. Et il m'a tellement mise mal à l'aise ce livre, et du coup, je peux comprendre le message sous-jacent féministe dans le truc, mais moi, c'est pas un message qui me plaît. Et puis, encore une fois, il y a ce truc de féminin sacré qui me gêne. J'ai vraiment du mal avec le féminin sacré. Voilà, pour moi, c'est pas féministe ce truc-là. Parce que une femme ne doit pas être essentialisée. Enfin, le but du combat féministe, c'est justement de pas essentialiser les femmes parce qu'elles sont biologiquement des femmes, en fait. C'est d'avoir juste les mêmes droits que les hommes, en fait. C'est pas, voilà. Et là, c'est très très essentialiste. C'est très très axé sur la biologie, etc. Et ouais, voilà. Et du coup, voilà, ça m'a trop gênée par rapport à ça. Autant l'intention de départ était vraiment bonne, autant ce qu'elle en a fait, j'ai pas aimé. J'ai vraiment, vraiment pas aimé du tout. Voilà. Ensuite, alors de retour avec nos chers hommes qui font du féminisme. le féminisme des hommes. Alors des fois il y en a qui réussissent, hein, mais bon, c'est quand même très rare. Donc avec Féminicide de Pascal Eggman, alors encore une fois, comme Survivante, hein, de Cédric Sia, je suis pas sûre que l'auteur ait voulu faire un truc féministe. Là, clairement, le marketing a joué sur sur l'aspect potentiellement féministe du truc. Et d'ailleurs, preuve en est que c'est un tome 2, que le tome 1 n'est pas sorti en France. Ou alors, parce qu'il y en a un autre qui est sorti, mais je sais pas si c'est tome 3 ou tome 1. Bref. Mais en l'occurrence, justement, l'autre qui est sorti n'a rien à voir avec le féminisme, pardon. Oui, c'est vrai que la couve grand format était un peu moche. Donc en fait, voilà, c'est clairement pas une saga qui se veut, une saga thriller qui se veut féministe à la base. Voilà. Et d'ailleurs, regardez, ils ont mis, en fait c'est marrant parce qu'ils ont mis un petit mot de Camilla Läckberg, parce que Camilla Läckberg c'est un peu une figure du féminisme en Suède. Pascal Eggman c'est un auteur suédois. Malgré tout, elle dit pas que c'est féministe, hein. Elle dit juste c'est un page turner. Et oui, c'est vrai que c'est un page turner. Tu l'avais oublié, Jenny. C'est le livre, voilà. Donc ça, c'est un livre qu'on avait tout acheté au Quai du Polar. Parce que, voilà, parce qu'il y a eu le petit marketing autour et qu'on s'est dit, ah, trop bien, un thriller féministe, cool et tout. Bon, non. Et en fait, d'ailleurs, le titre original, c'est pas du tout féminicide, hein, voilà, encore une fois, ils ont vraiment cherché à marketer le truc pour que ça ait l'air féministe. Sauf qu'en fait, c'est pas féministe. C'est pas un mauvais livre, c'est pas un livre anti-féministe.
C'est un thriller, oui, page turner, c'est sympathique, mais ce n'est pas du tout féministe en fait. Donc dans cette histoire, on va suivre justement des masculinistes, des incels en fait, hein, sur internet qui veulent se venger des femmes. Et justement, il se trouve qu'il va y avoir une femme qui va être tuée. Alors a priori, ce serait une victime de son ex-petite amie. On sait que la plupart des féminicides, hein, c'est par conjoint ou ex-conjoint, hein, voilà. Mais on va suivre donc une femme commissaire qui va se lancer dans l'enquête et en fait il va y avoir d'autres crimes contre des femmes et elle va se dire que peut-être que ce serait lié justement à ce réseau incel. Voilà. Ouais, le roi des rats, t'as raison. Je crois que c'est ça. En VO. Bref. Et du coup, oui, d'ailleurs, ce qui représente beaucoup mieux, en fait, le roi des rats, ça représente beaucoup mieux le livre, parce que, en fait, c'est effectivement un livre qui parle de masculinisme, c'est vrai, en soi, ça aurait pu passer pour féministe, putain, j'ai du mal. Le problème, c'est que il n'y a pas de message sociologique dans le livre. Il n'y a pas de message qui dit que le masculinisme c'est vraiment un problème de société, qu'il faut voilà qu'il faut éradiquer tout ça. Non, en fait le livre se contente d'être un thriller et donc il s'est basé là-dessus. Dans les autres tomes de la saga, ça va être tout autre chose qui n'aura rien à voir avec le féminisme. Du coup, voilà, il s'est dit tiens, je vais prendre les incels pour faire un thriller. Le fait est que le message n'est pas du tout féministe et en plus, il a beau avoir fait des personnages féminins, il a fallu que les personnages masculins soient les héros de l'histoire. Les héros dans le sens premier du terme, pas dans le sens personnages principaux, dans le sens héroïque. Voilà. Donc, du coup, malgré le fait que ce soit des masculinistes les méchants, les gentils c'est les hommes. Au final, il n'y a pas de message féministe dans cette histoire. C'est encore une fois les hommes qui sauvent tout le monde et puis c'est tout quoi. Voilà. Clairement, il y a zéro message féministe. Voilà. C'est con. C'est con parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Mais non, parce que c'est un homme. C'est un homme, il s'en fout totalement. Voilà, il se dit bah tiens, je vais surfer sur la vague et puis basta quoi. Donc là, les masculinistes c'est des méchants, comme il aurait pu faire, je sais pas, les méchants c'est un cartel de la drogue, ou c'est une mafia quelconque, ou c'est machin, là c'est des masculinistes, mais faut pas y voir un truc, voilà quoi, c'est pas y voir un message particulier. Bon, c'est un peu dommage, hein, écoutez, c'est comme ça, voilà. Mais sinon, il est sympa, le livre, en vrai, voilà, mais ça reste un thriller classico-classique, quoi. Ensuite, alors celui-là aussi, oulala, il faut en parler. Vox de Christina Dalcher, je sais pas. Qui, alors oui, clairement, alors lui, il a tellement surfé sur la vague Servante écarlate, et d'ailleurs, voilà, évidemment, c'est même marqué littéralement sur la couverture, hein. Tout le monde a comparé ce livre à la Servante écarlate, et clairement, oui, le marketing a joué dessus à fond. Malheureusement, c'est pas du tout féministe. Alors, de quoi ça parle, donc? Comme dans la Servante écarlate, effectivement, c'est le seul point commun avec la Servante écarlate, c'est qu'on est dans un monde dystopique où les femmes sont brimées. Puisque là, en l'occurrence, donc, elles ont pas le droit de parler quasiment, quoi. Voilà, on trouve que les femmes parlent trop, hein, voilà, donc on leur a foutu des bracelets
Et en fait, elles ont un nombre de mots, je crois c'est 100 mots par jour. Et puis après, au-delà de ça, elles se prennent des décharges. Et puis après, bon, ça part, ça part dans des punitions, des sanctions plus importantes. Bref. Donc en gros, voilà, le message c'est les femmes doivent fermer leur gueule. Donc forcément, avec effectivement ce parti pris de départ, oui, bien sûr que tout le monde a dit ah là là, c'est le nouveau, la servante écarlate, ça y est, dystopie féministe, tout ça, ok. Et oui, bah oui, c'est normal que tout le monde soit tombé dans le panneau, au moins la première hein, d'ailleurs. Sauf que dans ce monde, c'est con, hein. C'est pareil, c'est con. Je sais pas. Moi, je comprends pas qu'on choisisse de faire ce genre d'histoire pour au final que le message ne soit pas féministe, puisque bon, encore une fois, les femmes sont aussi les méchantes. Alors voilà, les femmes qui essayent de se rebeller contre le système sont les méchantes dans le livre, hein, quasiment quoi. En gros, bah, c'est de leur faute, elles ouvrent trop leur gueule, et puis du coup, à cause de ça, voilà. Voilà, en gros, si les femmes, c'est un peu ça hein, aussi le message, en gros, si les femmes ont des bracelets comme ça qu'on leur interdit de parler, bah, c'est parce qu'elles ont trop parlé. Quand on sait en plus qu'il y a des études qui montrent que les femmes, non seulement les femmes ne parlent pas plus que les hommes, voire souvent moins, mais que en plus, à partir du moment où une femme monopolise ne serait-ce que 25% de la conversation, l'homme perçoit qu'elle en monopolise plus de la moitié, tu te dis, bon, clairement non, on parle pas trop en vrai, hein. On parle pas du tout trop, hein. C'est juste que les hommes veulent pas nous écouter, c'est tout, et veulent pas qu'on parle, hein, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est ça, elles sont toujours oui. Puis en plus, oui, voilà, parlons aussi bien sûr du man-interrupting, hein, puisqu'on leur coupe tout le temps la parole. Voilà, elles peuvent pas en placer une, littéralement. Bon. Bref, donc voilà, il y a ça, il y a le fait, la présence de la religion aussi, qui est un peu problématique dans cette histoire. Parce que au lieu que ce soit un livre anticlérical, comme c'est le cas dans La Servante écarlate, là c'est limite l'inverse, je trouve. Et puis, encore une fois, c'est les hommes qui sauvent le monde, hein. Voilà. Bah oui. Bah les femmes, elles sont trop connes pour se sauver toutes seules, hein. Que ce soit des hommes, bien sûr. Voilà. Bref. Voilà, voilà. Donc non, rien à voir avec La Servante écarlate en réalité. Ne vous faites pas avoir par ce que vend ce livre. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, oui, ça partait d'un bon postulat, mais bref. Voilà. Voilà pour cette histoire. Alors, voilà. Pareil, mais pire encore. Parce qu'au moins dans Vox au moins, il y a eu un essai raté, mais il y a eu quelque chose de bon. Regardez comme les femmes peuvent être brimées, etc. Bon là c'est vraiment là c'est l'inverse. Donc le pouvoir de Naomi Alderman, qui en plus a été adapté en série, j'ai halluciné. Vraiment. Donc alors pareil, le pouvoir hallucinant que ça a été comparé aussi à La Servante écarlate. Enfin non, c'est pas hallucinant parce que encore une fois, on est dans une dystopie. Sauf que dans cette dystopie, c'est l'inverse de La Servante écarlate et de Vox. Hein. C'est les femmes qui prennent le pouvoir. Parce qu'en fait, les femmes se découvrent, d'où le titre, se découvrent un pouvoir. En l'occurrence d'électricité. Voilà. Et en fait, comme elles ont ce pouvoir d'électricité, elles parviennent à prendre le pouvoir sur les hommes. Alors déjà rien que dans le synopsis, moi je l'ai lu parce que en fait comme
Je l'ai lu parce que, comme beaucoup de gens en parlaient, j'étais curieuse, mais je trouvais que ça puait du cul. Déjà, je me souviens, je trouvais que ça puait du cul le synopsis. Et en fait, j'ai eu raison, hein, évidemment. J'ai eu raison parce que le problème, c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas toujours le cas parce qu'il y a eu des utopies féministes qui avaient des très beaux messages pour dire, bah, justement, regardez, les femmes entre elles, au final, ça se passe bien. Tiens, ça me fait penser que j'en ai oublié un dans la liste aussi, mais peut-être ça fera l'objet d'une autre édition. Mais oui, les femmes entre elles, bah, en final, ça se passe très bien, etc. Bon, mais il y a aussi souvent l'effet contraire, c'est regarder les femmes quand elles ont le pouvoir, et ben c'est pire que les hommes. Bon, déjà parlons de ce truc d'avoir du pouvoir de l'électricité, comme si le fait qu'on ait tout d'un coup un pouvoir supérieur à celui des hommes, enfin que les hommes n'ont pas plutôt, fait qu'on puisse prendre le pouvoir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est impossible. Je suis désolée. Je suis désolée. Le monde est beaucoup, beaucoup trop patriarcal pour qu'il suffise d'un truc physique. L'électricité, ça c'est rien. Le mec, il prend un flingue, il te bute. Je suis désolée. C'est ridicule. Même si on avait du jour au lendemain tout un pouvoir comme ça, on ne pourrait rien y faire. Voilà, merci Odeya, mais de fou. Mais de fou, ils mettraient les femmes en esclavage pour leur prendre l'électricité. Elles seraient utilisées, effectivement. On utiliserait leur pouvoir, voilà. Et puis on ferait des recherches aussi pour trouver d'où vient ce pouvoir et pour savoir comment on peut l'avoir, comment les hommes peuvent l'avoir également. Voilà, on exploiterait totalement, les hommes exploiteraient totalement ce pouvoir, quoi. C'est ce qui se passerait dans la vraie vie. Hein. Donc déjà, de base, ce livre... c'est même pas qu'il est pas réaliste, parce que bon, vous allez me dire, les dystopies sont pas forcément réalistes, encore que, mais là c'est juste impossible, impossible, voilà. Ensuite, bon, voilà, donc là, elles prennent le pouvoir, et du coup, elles deviennent encore plus tyranniques que les hommes, parce que pourquoi pas. Mais c'est même pas, en plus, le pire, c'est que il y a même pas de truc, le truc de dire c'est la vengeance. Même pas. Si encore le livre disait bon bah putain on a subi pendant des millénaires de la part des hommes, bah maintenant qu'on a le pouvoir on va les défoncer pour leur montrer que ce que ça fait en fait d'être traité comme de la merde. Mais il y a même pas ça. C'est juste pour dire hé regardez les femmes elles sont trop méchantes. Mais allez vous faire foutre en fait à un moment. Franchement, grosse fatigue en lisant ce livre, grosse fatigue. Évidemment, les hommes, c'est les gentils, oh là là, c'est les victimes, oh là là, enfin bon, voilà, tout ça, quoi. Salut Stéphane, oula. Toi, tu viens toujours quand il faut, hein. Donc voilà, non, vraiment, j'en ai marre. Et j'en ai marre que des livres comme ça soient comparés à La Servante écarlate, alors que ça n'a littéralement rien à voir, mais littéralement rien à voir, là, pour le coup. Autant Vox, à la limite, tu peux comprendre par rapport au postulat de départ, mais là, non, ça n'a aucun rapport. C'est comme si tu disais que, je sais pas moi, Hunger Games, c'était La Servante écarlate juste parce que c'est une dystopie, quoi. Et encore que Hunger Games serait limite plus proche de La Servante écarlate que ça, au final, parce que au moins Hunger Games, il y a un truc de lutte des classes et tout ça. Là, non. Donc, allez vous faire un moment, voilà. Les marqueteux à la con, là. Ah, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, ce livre. Bref. Ensuite, c'est aussi assez confus dans certains passages. Grosse sensation de longueur. Ah oui, il était lourd à lire. Hein. Il était lourd à lire. Hein. Moi, je me souviens que je me suis pas régalée en le lisant dans tous les sens du terme. Hein. Franchement, j'ai pas compris le succès de ce livre.
Si ce n'est que parce qu'il est anti-féministe, quoi. Je vois que ça. Bref. Ensuite, donc, le 1er siècle après Béatrice d'Amin Malouf, de l'Académie française. Qui, donc, alors... Donc là, pareil, on est aussi... bon, alors là, c'est pas comparé à la Servante écarlate, étant donné que... on n'est pas dans le même délire, et ça date pas surtout... voilà, ça n'est pas un livre qui est sorti récemment. Je sais même pas de quand il date exactement, s'il date d'avant ou après la Servante écarlate, en vrai. Non, je pense qu'il date des années 90, celui-là. Bref, en tout cas, on est encore dans une dystopie où là, il y a en fait une espèce de drogue qui rend... qui fait que les femmes ne peuvent plus mettre au monde des filles, je crois que c'est ça, ou du moins, ça favorise la naissance de garçons, en fait, et donc, du coup, bah, forcément, ça va être un truc qui va se répandre et tout le monde va être à la recherche de ça, parce que notre monde étant ultra patriarcal, bien évidemment, des gens veulent, même les femmes, hein, patriarcat intégré, veulent mettre au monde des garçons. Et donc, tout le monde va s'arracher cette espèce de drogue-là. Et du coup, on a notre narrateur, en fait, qui va faire un constat de ce qui se passe par rapport à ça. Pareil, ça partait d'une bonne intention de dire, oh là là, regardez, le monde est tellement patriarcal que tout le monde veut faire des garçons, et qu'est-ce que ça dit de notre société, etc. Sauf que... malheureusement, le message, bon après voilà, forcément il date le livre, ça pouvait pas être féministe, mais, enfin si ça aurait pu, mais je m'attendais pas, évidemment, je m'attendais pas à un truc ultra déconstruit, mais quand même, faites un effort à un moment, parce que là en fait le truc c'est que le narrateur, tout ce qu'il va se dire c'est oh là là, c'est triste parce que du coup il y a plus assez de femmes quoi. Globalement, hein, ça sera juste ça, quoi. Ah oui, c'est vrai, Stéphane. Globalement, ça va être juste ça, son constat, quoi. C'est pas le problème, c'est pas le patriarcat, c'est pas le fait que les gens veulent ne faire que des garçons, c'est que, bah mince, du coup, il n'y a plus de femmes, comment on va faire? Ok. Très bien, très bien. Non, en vrai, je m'arrête sur le message féministe ou pas, parce qu'après ça dit d'autres choses, hein, mais bon, j'ai trouvé quand même que ce roman, c'était très pérégrination d'un homme, des problèmes d'un homme, c'était un peu égocentrique, machin, et puis, ce qui est intéressant dans le livre, c'est le rapport qu'il a à sa fille, par exemple, voilà, c'est à la limite ce que j'ai aimé dans le livre, c'est plutôt ça, pour le coup. Mais sinon... ouais, il faudrait que je lise Léon l'Africain, d'ailleurs. Mais sinon, ouais, bon, voilà, fallait pas du tout y voir un truc féministe. Mais quand même, clairement, j'ai vu à plusieurs endroits que c'était marqué comme un truc féministe. Regardez, ça critique le patriarcat, tout ça. Oui, bon, non, en vrai, non. En vrai, non. Ça critique juste le fait que les femmes sont importantes parce que les femmes sont là pour donner la vie. C'est encore une fois très essentialiste. Voilà, c'est très essentialiste. Et voilà. Faut pas chercher le message féministe là-dedans. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Bon, ça aussi, c'est un gros bébé, là, évidemment. Hein. Là, je m'attaque à du lourd. Rebecca, de Daphné du Maurier. Bien sûr, oulala, combien de fois j'ai entendu j'ai entendu des personnes dire que ce livre était féministe. Alors, attention, je n'ai pas détesté le livre. J'ai même beaucoup aimé ma lecture. Franchement, en tant que roman gothique, c'est un excellent livre. Il y a une ambiance qui est là.
Voilà, alors j'ai pas vu le Hitchcock pour le coup, j'ai pas vu le film. Enfin, j'ai vu le remake qui est tout pourri, hein, le remake, vraiment. Mais j'ai pas vu le Hitchcock. Non, j'en ai vu plein des Hitchcock, mais celui-là non. Mais voilà, exactement, Mathilde, c'est un très bon roman gothique. Franchement, moi, j'ai aucun souci avec ça. C'est très bien écrit. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré l'ambiance. Moi, en plus, vous savez, voilà, mon amour pour les romans gothiques et en particulier quand ça se passe dans des maisons comme ça où on sait pas trop quelle est la limite entre la parano, la folie, etc. Moi, j'adore. Je suis fan de ça. Ceci étant, voilà, il m'a été vendu comme un roman féministe. Ben, du coup, c'est bien, voilà, il valait mieux y aller sans attente, hein, pour le coup. Et même, on m'a encore redit après, quand j'ai dit que c'était pas féministe, on m'a dit si, c'est très féministe parce que l'héroïne s'émancipe et tout. J'ai dit, mais à quelle heure elle s'émancipe? Elle s'émancipe de rien du tout. Au contraire, c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc, en fait, dans cette histoire, on va suivre une héroïne, d'ailleurs, je crois qu'elle a pas de nom. La narratrice, en fait, qui est dame de compagnie, me semble, au début de l'histoire. Et un jour, en fait, elle va faire la connaissance d'un homme qui est veuf, qui s'appelle Maximilien de Winter. Et ils vont tomber amoureux, et Maxime va la demander en mariage, et du coup, elle va partir vivre dans son domaine, grand domaine. Le problème, c'est que tout le monde va lui parler de son ex-femme à Maxime, Rebecca, donc la fameuse ex-femme. Tout le monde ne va que parler d'elle, à quel point elle était géniale, et que bon, elle à côté, c'est un peu une pauvre merde, quoi, limite, hein, c'est vraiment, elle se fait défoncer, la pauvre. Et donc on va comprendre petit à petit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Rebecca a cette aura-là, et qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. Ah oui, t'avais vu le film avant. Je me doute que le film de Hitchcock est pas plus féministe, hein. Hitchcock, c'est pas quelqu'un qui s'illustre dans son féminisme, on va pas se mentir, donc bon. Mais voilà. Et en fait, effectivement, ce livre, c'est pas un truc, pour le coup, c'est un très bon livre. Ce livre n'est absolument pas féministe, puisque limite, en fait, l'héroïne va être non seulement effacée, mais même va être un peu finalement sous l'emprise de pas seulement de Maxime, mais de en fait tout son entourage. Elle va se faire bouffer littéralement par tout le monde. Il n'y a aucun moment où elle s'émancipe, en fait. Et après, voilà, je peux pas en dire plus parce que ce serait spoilant. Mais clairement, l'histoire d'amour, elle est problématique. Et du coup, il n'y a rien de féministe là-dedans. C'est même l'inverse qui est mis en avant, quoi. Donc voilà. Et Rebecca, à la limite, aurait pu être une figure féministe. Effectivement, en attendant, elle est morte et enterrée, peu charrette. Donc voilà, peut plus trop être féministe, hein. Mais oui, ça aurait pu, mais non seulement c'est pas le cas, mais en plus c'est la méchante de l'histoire. Donc bon, enfin, c'est la méchante. Voilà, je veux pas, c'est pas que c'est la méchante, mais c'est un peu considéré comme ça, quoi, on va dire. Voilà. Oui, c'est ça, Stéphane. Mais justement, après, je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu une lecture féministe de ce livre. Et il y a eu des livres dont j'ai parlé précédemment où il y a effectivement plusieurs lectures possibles. Moi, j'en ai fait une lecture pas féministe, mais voilà. Là, en l'occurrence, franchement, je peine à voir la lecture féministe là-dedans. Vraiment. Pour moi, là, il y a zéro féminisme. Hein. Vraiment. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est vraiment pas possible. Il faut pas être féministe pour chercher une idée féministe là-dedans. Ça n'en reste pas moins un bon livre, un très bon livre même, mais pas du tout féministe. Clairement pas. Je suis désolée. C'est comme les gens qui disent que Les Hauts de Hurlevent, c'est une histoire d'amour. C'est pas vrai. Mais voilà.
Non, mais là, il y a aucune grille féministe, Stéphane. Il n'y a aucune grille féministe. C'est franchement non. Bien sûr que l'idée du roman n'est pas féministe à la base. Mais même les gens qui ont eu une grille de lecture féministe se fourvoient complètement là-dedans. C'est... Voilà, je suis désolée, mais là... là, c'est... là, tu peux... Enfin... Oui, mais par exemple, tu vois, par exemple, Jane Eyre. Jane Eyre, c'est pas un livre qui se veut féministe à la base, mais c'est un livre duquel tu peux avoir clairement une lecture féministe. Et tu peux aussi avoir une lecture anti-féministe. Tu peux avoir les deux dans Jane Eyre. C'est qu'il y a les deux qui se côtoient, on va dire. Bon, voilà. Mais là, dans Rebecca, c'est pas le cas. Ça rime. C'est pas le cas. Il n'y a pas de lecture féministe à avoir là-dedans. Je suis désolée. Hein, c'est vraiment... non. Pour le coup, non. Le fait que l'héroïne soit une femme n'en fait pas une lecture féministe. Au contraire, là, pour le coup... mais ouais. Ben, non. Moi, j'y vois un effacement symbolique, oui. Mais pas spécialement... Alors, en fait, ton idée aurait pu être vraie s'il n'y avait pas eu cette fin-là. Franchement, Rebecca aurait pu être féministe. Vraiment. Si la fin avait été différente. Voilà, je peux pas en dire plus. Mais le problème, c'est que cette fin-là vient annuler toute la lecture féministe qu'on aurait pu avoir du livre. Voilà. Et c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Après, voilà. Comme c'est pas un livre qui se veut féministe, limite, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que, oui, clairement. Non. Non, mais je suis pas d'accord. Désolé, hein, Stéphane, mais... mais même... Bon, bref. Pas entrer dans ce débat, mais il n'y a pas de grille de lecture féministe à avoir, je suis désolée. Si la fin avait été différente, oui, on aurait pu l'interpréter de façon féministe, mais là, c'est pas le cas, donc voilà. Oui, mais encore une fois, la fin vient tout annuler. Je suis désolée. La fin est importante dans un livre, parce que la fin, c'est le message final que donne le livre, en fait. C'est ça, le truc. C'est comme dans le Cédric Cyr. T'étais pas là. Mais dans le Cédric Cyr, c'est pareil. Il y a une putain de grille de lecture féministe, mais le problème, c'est que la fin vient tout gâcher, quoi. Il vient annuler, littéralement, toute l'idée féministe qui aurait pu y avoir, quoi. Et là, c'est un peu pareil, en fait. C'est dommage, hein, mais voilà. Mais après, bon, voilà, les gens interprètent comme ils veulent, hein, j'ai envie de dire, bon, mais... Bon, Claire Berest, oulala, alors cette autrice, j'ai vraiment du mal avec elle, hein, parce que bon, celui-là j'avais détesté, celui sur Frida Kahlo je l'avais abandonné. Bon après c'était celui sur Frida Kahlo, c'était plus un problème d'écriture qu'autre chose. J'ai vraiment du mal avec le style de Claire Berest. Et là, l'épaisseur d'un cheveu, alors là ça a été compliqué aussi sur celui-ci parce que on parle d'un féminicide. Hein. Voilà. On parle d'un féminicide, on parle d'un couple. Alors, on est encore dans un milieu bobo parisien. Bon, c'est très au courant dans le contemporain français, hein, on va pas se mentir. Mais on est avec un couple, voilà, qui s'aime, ça se passe bien. Et voilà, ils évoluent vraiment dans un monde très très bobo, notamment ça parle d'art, etc. Sauf que un jour, l'homme va décider de tuer sa femme. Donc lui c'est Étienne et elle c'est Vive. Donc Étienne va tuer Vive et en fait on va nous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement, c'est pas le postulat est pas super original pour le coup. Bon, le souci c'est que, alors déjà, il y a aucun moment où le terme féminicide est prononcé, sachant que le livre est quand même sorti en
2024, si ma mémoire est bonne. Bon, mais à la limite, ça c'est pas très grave. Mais surtout, ce qui est problématique dans ce livre, c'est que Étienne, en fait, on est vraiment avec Étienne, et en fait, le fait qu'il ait tué sa femme, c'est limite excusé. Bon, parce qu'elle était trop relou, en fait. Voilà. Oh, elle était chiante. Donc je l'ai butée. C'est littéralement ça. Vraiment. Et c'est limite Étienne, la victime dans l'histoire. Je vous jure que c'est vrai. Le pauvre. Mais c'est pas genre parce qu'elle aurait pu être, ça aurait pu être une relation toxique, hein, comme il y a des femmes, hein, qui sont toxiques avec leur conjoint, violentes ou machin, ça aurait pu être ça. Mais non, c'est juste que elle était chiante. Pouh. Ah, c'est bon. Bichette, oui, c'est clair. Ouais, moi j'ai du mal avec son écriture. J'ai du mal avec son style d'écriture. Mais celui sur Frida Kahlo aurait pu me plaire, mais j'arrivais pas avec son écriture. Mais là, oh non, là franchement, ça m'a saoulé. Oh, mon Dieu que ça m'a saoulé. Je me suis dit, putain, c'est vraiment une femme qui a écrit ça, quoi. Là pour le coup, c'est non seulement pas... oui, c'est celui-là, Rien n'est noir, que j'avais abandonné. C'est non seulement pas féministe, mais c'est même anti-féministe, quoi. C'est vraiment littéralement, regardez les pauvres hommes, en fait, bon... Mais le pire, c'est que en vrai, je suis même pas certaine qu'elle ait voulu faire de l'antiféminisme primaire. Je me demande, même s'il pourrait pas y avoir une lecture un peu féministe, dans le sens où elle aurait pu dire, regardez, enfin, c'est l'allégorie, en fait, des hommes qui tuent et qui se plaignent après, voilà. Mais le truc, c'est que j'ai quand même pas senti ça dans le livre, moi. Franchement, si c'est le cas, c'est vraiment très très mal fait. C'est vraiment très très mal fait. Parce que franchement, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'on était censé être en empathie avec Étienne. Hein. Franchement. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Ok. Mais je sais pas, ça m'a gêné. En fait, quoi qu'il advienne, même si elle a voulu faire un truc féministe en mode pour dénoncer en fait ce genre d'homme, hein, bah je trouve qu'elle s'y est très très mal prise. Et à partir du moment où ça prête vraiment à confusion comme ça, surtout que bon, encore une fois, le terme féminicide n'est pas prononcé, il n'y a aucun moment où l'acte va être remis en cause. Et du coup, ça me gêne quand même profondément, quoi. Ça me gêne vraiment profondément. Donc je sais pas si elle a voulu faire une licence poétique ou quoi, mais... Moi, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça. Mais franchement, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de ce livre en vrai. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre parce que des livres sur des hommes qui tuent des femmes et qu'il faut plaindre parce que la femme était trop chiante, il y en a déjà des dizaines. On n'avait pas besoin d'avoir ça en Big 2024, quoi. Voilà. À un moment, c'est bon. Bref. Ouais, peut-être faudrait écouter ce qu'a à dire Claire Berest. Après, bon, cela dit, c'est pas par chance, j'ai envie de dire. Hein, c'est pas un livre qui a défrayé la chronique. Hein. On n'a pas beaucoup parlé de ce livre, il est passé un petit peu à la trappe. Voilà, je vois qu'il n'est pas très bien noté sur Babelio. Bon, je me dis, écoutez, c'est pas très grave, c'est next. Voilà, c'est pas comme d'autres livres qui ont eu vraiment un gros succès, comme Vox par exemple, voilà, où les gens ont dit waouh, c'est génial, c'est trop féministe et tout. Là, bon, voilà, c'est un. Limite, celui-là, c'est un détail, je l'ai mis parce que bon, il m'a un peu énervé, mais voilà. Alors, je troll. je troll un peu avec celui-là, mais j'avais quand même envie de le mettre. Parce que le sorcière de Mona Chollet, c'est tellement THE référence du féminisme. C'était tellement, voilà, c'est genre le livre qu'il faut avoir lu.
pour s'initier au féminisme. Oh là là. Bon, en vrai, oui, enfin oui, non, c'est pas le livre qu'il faut avoir lu, mais en vrai, oui, il est féministe, mais moi je suis gênée par Mona Chollet et en particulier par ce livre-là. C'est pas mon féminisme. En fait, c'est vrai que, on va pas se mentir, il y a quand même plusieurs courants de féminisme. Alors, je ne mets pas Némésis dedans, hein, je précise. Némésis, à aucun moment elles sont féministes. Mais il y a plusieurs courants de féminisme, et il y a notamment, effectivement, un courant très white femme, un peu mainstream, un peu universaliste, un peu... voilà, il y a ce... Alors, Mona Chollet, c'est pas vraiment ça. Mona Chollet, ce serait plus... les féministes radicales, tellement radicales que c'est genre en fait tout ce qui s'approche de près ou de loin du patriarcat, il faut abolir en fait, il faut voilà. Donc il faut abolir la prostitution, il faut abolir le porno, il faut abolir limite la maternité, il faut abolir le maquillage, l'épilation, il faut tout abolir. Voilà. Tout ce qui est le voile, évidemment, bien sûr, il faut abolir le voile. Voilà. Tout ce qui est... tout ce qui se rapporte de près ou de loin un petit peu au patriarcat, voilà. Et bon, moi, ça, c'est pas mon féminisme. Hein. C'est pas mon féminisme parce que c'est un féminisme qui est souvent transphobe, raciste, qui ne respecte pas le choix des femmes. Voilà, c'est pas mon féminisme. Mona Chollet, elle s'inscrit un peu là-dedans. Alors, elle a évolué un petit peu maintenant. Je l'ai remarqué en lisant son dernier livre, là, le truc de la culpabilisation, qui justement, c'est marrant parce que limite, il vient contredire celui-ci. C'est assez drôle. Mais on sent qu'elle a quand même évolué dans sa façon de penser, qu'elle est devenue, voilà, elle est pas transphobe, elle est pas raciste et tout. Hein. D'ailleurs, elle est d'origine palestinienne en plus, donc voilà. Mais elle a évolué. Mais quand même... ça reste un peu... je crois qu'elle est toujours à Bolo. Hein. Donc je crois qu'elle est toujours anti-prostitution et tout. Ouais. Je crois qu'elle est toujours un peu... voilà, dans ce lore-là. Mais là, clairement, Sorcière... Moi, j'avais été choquée. Hein. Moi, j'avais été choquée en lisant Sorcière. Parce que, en fait... donc... c'est un livre en fait qui, alors pourquoi ça s'appelle Sorcière, hein, parce que en fait elle part de l'allégorie de la sorcière, des femmes qu'on a brûlées parce que littéralement parce qu'elles étaient des femmes, hein, voilà, enfin pas parce qu'elles étaient des femmes, parce qu'elles étaient des femmes qui ne rentraient pas dans le moule en fait, hein, voilà, clairement, hein, à partir du moment où elles commençaient à être un peu émancipées et tout ça, c'était forcément des sorcières, donc on les brûlait, et du coup elle part un peu de cette allégorie pour dire qu'aujourd'hui c'est un peu ça aussi, et qu'on devrait se revendiquer d'être des sorcières, etc. Ça partait bien. Le problème, c'est que c'est injonction sur injonction dans ce livre. C'est vraiment le truc de on ne peut pas faire ce qu'on veut, visiblement, hein, parce que sinon ça veut dire qu'on est à la solde du patriarcat. Voilà, et en particulier tout le chapitre sur la maternité qui m'a cringé de fou. C'est vraiment genre, si vous faites des enfants, vous êtes des collabos, quoi. C'est vraiment ça. Au secours. Donc on peut pas faire des enfants, sinon on est à la solde du patriarcat. Et que en fait, on n'a pas... voilà. Donc en fait, elle dit littéralement que les femmes ne peuvent pas vraiment avoir un désir d'enfant, que si elles ont un désir d'enfant, c'est juste que un effet du patriarcat, quoi. C'est juste de la misogynie intégrée, quoi. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même de dire ça, quoi. Bah non, en fait. Enfin, calme-toi. Je veux dire, elle a raison sur certains trucs dans le fond. Oui, évidemment que l'injonction à la maternité, là, pour le coup, c'est patriarcal et tout, que le fait de ramener les femmes à leur maternité, c'est pour ça, d'ailleurs, que je déteste le féminin sacré et ce que j'ai dit sur la nuit chienne tout à l'heure, voilà. Ça, je suis d'accord, mais sauf que c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit carrément qu'on ne devrait même pas faire des enfants, quoi. C'est vraiment le truc. J'étais là, mais merde, quoi. À l'aide. Sinon, est-ce qu'on peut juste avoir le choix, en fait?
Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Si on veut pas d'enfants, on veut pas d'enfants. Si on veut des enfants, on veut des enfants. C'est très bien, voilà. Mais voilà. Donc ouais, la grosse partie de son livre, c'est ça. Et ça m'a vraiment, vraiment gênée. Alors heureusement qu'elle a un peu évolué sur ces questions-là. Mais moi, Mona Chollet, pour moi, ce n'est pas... On en a parlé la dernière fois quand on a fait le tier list des autrices féministes. Pardon, pour moi, Mona Chollet, c'est clairement pas ma figure du féminisme, non. C'est pas l'autrice absolument à suivre quand on veut s'initier au féminisme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, il y a trop de choses problématiques. Après, il y a des choses qui sont très bien aussi, mais voilà, c'est pas une référence pour moi. Pour moi, le féminisme, le vrai féminisme, en tout cas mon féminisme à moi, c'est un féminisme qui dit qu'on a le choix de faire ce qu'on veut, dans la limite, bien sûr, des lois et voilà, mais que le but c'est d'avoir les mêmes droits que les hommes, de pouvoir donc faire la même chose que les hommes, c'est-à-dire si j'ai envie de me balader en short, je me balade en short parce que les hommes peuvent se balader en short, point barre, quoi. Il n'y a pas de... j'ai pas le droit de me mettre en jupe, machin, et en même temps si j'ai envie de mettre des jupes, si j'ai envie de mettre des talons, si j'ai envie de m'épiler, même si les hommes ne le font pas, et ben je le fais quand même parce que je peux avoir la possibilité de le faire. J'ai le droit. C'est tout. Moi, au contraire, moi, je serais plus pour le fait que justement les hommes puissent se maquiller, puissent faire des trucs de gonzesse, on va dire, que plutôt que les femmes ne fassent que des trucs de mecs, quoi. Non. Arrêtons ça. Faisons ce qu'on veut. Voilà. Si je veux faire des trucs de mec, je fais des trucs de mec. Si je veux faire des trucs de gonzesse, je fais des trucs de gonzesse. Ça devrait même pas s'appeler truc de mec et truc de gonzesse d'ailleurs. Bref. Ensuite. Il en reste 2. Alors, celui-ci. Le silence des vaincus. Je peux zoomer un peu, bon tant pis. De Pat Barker. Alors, bon, ça aussi, ça s'inscrit dans une petite mode qui a eu, et qui a toujours un peu, d'ailleurs. C'est la mode des réécritures de mythes. Mais d'un point de vue féminin, plutôt féministe en général, mais voilà, réécriture de la mythologie, parce que la mythologie, en l'occurrence grecque, c'est souvent la mythologie grecque, on va pas se mentir, mais il y en a d'autres, mais c'est souvent la mythologie grecque. C'est ultra patriarcal, bien sûr, de toute façon, tout ce qui est lié à la religion, souvent, à partir du moment où les hommes ont la main mise dessus, forcément c'est patriarcal, et donc il y a plein de problèmes dans les figures féminines dans la mythologie grecque. Ceci étant, il y a des gens, ce que tu disais, quand tu disais tout à l'heure, Stéphane, qu'on pouvait avoir des lectures féministes, ben oui, il y a des gens qui ont décidé d'avoir des lectures féministes des mythologies, et donc qui décident de réécrire certains mythes avec une vision plus féministe, donc par exemple, comme ça a été le cas de Circé, de Madeleine Miller, j'ai vu, je sais plus, il y a eu Ariane, il y a eu Méduse qui a été une figure notamment très très féministe, le mythe de Médée aussi qui a été repris plein de fois, bref voilà, ce sont des choses qui se sont fait beaucoup fut un temps, un peu moins maintenant, mais ça continue quand même un petit peu. D'ailleurs, typiquement Médée dans Mexico Médée, là, de Dalia de la Cerda, voilà, mais il y en a eu d'autres. Et donc, parmi ces livres-là, il y a eu celui-ci, Le silence des vaincus de Pat Barker, qui est donc une réécriture, en tout cas qui nous est vendue comme une réécriture, c'est marqué d'ailleurs là, une réécriture de la guerre de Troie, mais du point de vue d'une femme. Alors en l'occurrence, c'est Briséis, qui est enlevée par Achille. Donc, on connaît Hélène enlevée par Paris, mais de l'autre côté, donc dans le camp adverse, Achille, lui, donc, il a enlevé
Briseis, qui était la femme de je ne sais plus. Ah, je sais plus. Ah, Lyrnessos, oui, bon, d'accord, c'est pas un mec connu en fait. Mais bon, toujours est-il que voilà, ça sera donc la captive d'Achille dans cette guerre. Et en fait, voilà, Pat Barker, qui est une autrice, hein, décide donc de nous conter le point de vue de cette femme. Ouais, bon, le problème, c'est que, ouais, non, alors c'est vraiment pas du tout féministe. En fait, le problème de ce livre, c'est que ce n'est pas une réécriture. C'est juste un point de vue différent. Une réécriture, ça serait que, voilà, on change un petit peu l'histoire ou on interprète les choses différemment, par exemple. Là, non, c'est un changement de point de vue, c'est pas la même chose. Donc, c'est Briseis raconte. Mais le truc, c'est que Briseis, elle est totalement passive dans cette histoire. Ce n'est pas l'héroïne de l'histoire. Oui, en plus, oui, c'est clair. Elle est totalement passive. Elle ne fait rien. Elle n'agit pas. Elle se contente de raconter ce qui se passe. Et voilà. Et on s'emmerde cordialement. Moi, je me suis emmerdée. Hein. On s'emmerde cordialement. Vraiment. Je me souviens que j'avais lu ça pendant un marathon de lecture. Et je crois que c'était pendant un jour de congé d'ailleurs. De mémoire, c'était pendant un de mes jours de congé. Et oui, en plus, voilà, totalement gommé, effectivement, Achille et pas l'histoire entre Achille et Patrocle, hein, histoire d'amour, hein, du coup, évidemment, là, on n'en parle pas. Achille, pour le coup, c'est un peu le méchant de l'histoire, et en même temps, pas tant que ça, et en fait... Ouais, je me suis fait chier, hein. Vraiment, hein. Ce livre n'a aucun intérêt. Ce livre n'a aucun intérêt parce que ça ne raconte même pas très bien l'histoire de la guerre de Troie. Et en plus, c'est même pas raconté par un personnage actif. C'est un personnage qui subit son histoire. Voilà, c'est tout. Et donc, on nous raconte ça de façon un peu molle. Voilà. Donc, non, pas très bien du tout. Pas bien du tout. C'est pas nul, mais c'est ennuyeux et ça n'apporte rien. Pour moi, il n'y a aucune plus-value dans ce livre. Du coup, j'ai pas lu la suite parce qu'il y avait une suite. Enfin, je sais pas si c'était une suite ou si c'était un tome 2 avec une autre histoire, mais bon. Ouais, c'est clair, il vaut mieux lire Madeline Miller dans le même délire, effectivement. Complètement. Pas photo pour moi. Voilà. Et enfin, le dernier. J'étais aussi obligée de le mettre dans la lignée des dystopies qui sont comparées à la Servante écarlate. Tadam! Obsolète de Sophie Loubière. Maintenant que je sais que c'est une grosse boumeuse, en plus Sophie Loubière, je comprends mieux. Si j'avais su avant que c'était une grosse boumeuse, je serais peut-être pas allée vers ce livre en vrai. Mais là, je m'étais dit, bon, allez, ça va être cool pour une fois. Enfin, pour une fois, non, mais c'est quand même rare, les autrices, surtout les autrices de thrillers, qui se lancent dans des trucs un peu féministes. Ouais, toi, tu l'avais carrément abandonné, Karine. Donc là, on est dans une dystopie. On est dans une dystopie, encore une fois, voilà, comme dans Vox. Comme dans La Servante écarlate, c'est vrai. Où les femmes sont plutôt brimées. Donc là, oui. Puisque... Donc là, dans cette histoire, en fait, on est dans un futur où les femmes, quand elles arrivent à 50 ans, bah, elles sont périmées. Bon, c'est un peu le cas aujourd'hui déjà, hein, on va pas se mentir malheureusement, mais sauf que là, c'est carrément, on les envoie dans un espèce d'endroit où elles se retrouvent toutes, on sait pas trop ce que c'est, qu'est-ce qui s'y passe et tout ça. Et elles sont remplacées. Donc en gros, étant donné que les hommes, eux, ils peuvent faire des enfants jusqu'à très tard, et voilà, une fois que leur femme a 50 ans, on les jarte et puis on les remplace par des
des jeunettes en âge de procréer, hein. Voilà, littéralement. Ouais, c'est clair. Bah oui, alors déjà, oui, c'est clair. Première problématique, c'est que l'univers est pas du tout exploré comme il devrait l'être. Vraiment. Puisque donc elle nous a pondu, voilà, ce truc-là, des femmes de 50 ans qui sont périmées. Il y a tout un truc aussi. Son univers, il est. Alors, en dehors de ça, son univers, il est très utopique. Il est très utopique. Parce que c'est très écolo, c'est très, voilà, on a économisé les ressources, on fait plein de choses pour que l'humanité marche, et effectivement l'ensemble est très très harmonieux, et en plus, bah, visiblement, cette histoire-là de femmes qui sont périmées à 50 ans, ça a l'air de convenir à tout le monde, tout va bien, voilà, une utopie, puisque après, en plus, les femmes, bah, en gros, elles prennent leur retraite, ben voilà. Tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur de monde, sauf que, en fait, bah, son univers, en fait, il y a une espèce d'enquête. C'est des enfants qui sont tués de mémoire, je crois que c'est un truc comme ça. Et en fait, comme c'est un monde utopique, il n'y a jamais de meurtre. Et du coup, bah, forcément, il va y avoir une enquête, etc. On se demande qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et surtout, il y a aussi cette interrogation de bah, qu'est-ce qui se passe à 50 ans, en fait. Sauf que, en fait, c'est très très mal foutu. J'arrive même pas à parler correctement de ce livre, en vrai. Ouais, des petites filles, c'est ça. J'arrive même pas à parler correctement de ce livre parce que, en vrai, j'arrive pas vraiment à comprendre le propos. À part que, maintenant que j'y pense, tout le côté utopique là, parce que maintenant que je sais que c'est une grosse boumeuse, hein, Sophie Laubière, je me demande si c'était pas une critique aussi de ce côté écolo et tout ça, pour dire ouais, regardez, d'accord, c'est très très bien d'être écolo et tout, mais regardez en attendant comment ça se passe, c'est pas si bien que ça, etc. Et en même temps, ça aurait pu être un truc entendable. Ça aurait pu être, oui, d'accord, c'est bien d'être écolo, mais traiter les femmes comme de la merde, c'est pas bien. Mais c'est même pas ce qu'elle dit. C'est même pas ce qu'elle dit, parce qu'au final, le message, il est pas spécialement... il est pas spécialement féministe, quoi. En fait, on dirait que le truc est accepté. Je suis même pas sûre d'avoir bien compris la fin, ce qu'elle veut dire à la fin, quoi. Je sais pas. Donc ouais. Moi, ce livre, en fait, j'avoue que j'ai pas compris le propos. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de choses qui sont pas bien expliquées. Il y a plein de choses qui sont pas bien exploitées. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire. J'arrive pas à comprendre son message. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas féministe. C'est tout. J'arrive pas à comprendre, parce qu'une dystopie, c'est quand même quelque chose d'éminemment politique. Et du coup, bon, on comprend par exemple le message dans Le Pouvoir de Naomi Alderman, il est très clair. Il est très clair, il est antiféministe, hein, dans Le Pouvoir. Dans Vox, on comprend un petit peu aussi, même si c'est mal foutu, que le message n'est pas féministe non plus, hein, au final. Mais là, on comprend pas son propos, quoi. Ouais, tout le truc, effectivement, toute l'enquête autour des enfants, je sais pas à quoi ça sert vraiment dans le livre. Alors, je sais pas, voilà, si vous savez, en commentaire, si vous avez compris son propos, à Sophie Loubière, dans cette histoire, expliquez-le. Parce que vraiment, moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris et j'ai pas trouvé ça très bon. C'est pas bien. Et non, c'est pas envoûtant ni ah oui, merde, mais vous avez pas le bandeau, parce que sur Babelio, il y a un bandeau. L'histoire envoûte férocement palpitant. L'histoire envoûte férocement palpitant. C'est même pas français, ce truc-là. Voilà, ben non, en fait, c'est ni envoûtant ni palpitant, pour le coup, hein. Bref, bon, voilà, bah c'est tout. C'était le dernier de cette sélection. Voilà, il y en aura peut-être d'autres. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas.
Même dans mes lectures, j'ai pu en oublier. Hein. D'ailleurs, je dis, j'ai pensé à un, mais je dirais pas lequel parce que voilà. Peut-être le noter d'ailleurs, tiens, pour y penser pour la prochaine fois. Même si il y a un côté féministe, mais bon, ça peut être intéressant quand même de le mettre. Voilà. Sinon, bah c'est tout. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé ce petit flop top, on sait pas trop. Après, voilà, il n'y a pas que des mauvais livres dans l'histoire, hein, enfin dans la liste. Hein. Il y a des livres que j'ai beaucoup aimés, mais qui n'en sont pas pour autant des livres féministes. Et j'avais envie d'en parler parce que je trouve qu'on se fait souvent avoir par le marketing et c'est un peu relou. En particulier, voilà, ces derniers temps où le féminisme était un peu à la mode. Donc voilà. Mais je pense que là, plus ça va aller et moins on va se faire avoir. Parce que là, ça y est, le féminisme n'est plus trop à la mode, je pense. Et du coup, on va plus avoir de trucs un peu mainstream, enfin peut-être moins en tout cas. Bah bon, j'en sais rien, je me trompe peut-être. Elle dit quelque chose du genre, si on apprend aux garçons qui sont inférieurs aux filles, parce que eux n'ont pas le droit d'être recyclés, ils développeront une jalousie et tueront les filles. Ah, t'as raison. C'est vrai qu'il y avait un truc comme ça, justement. Que le recyclage, oui, parce que ça s'appelle recyclage, hein, c'est terrible. Quand les femmes de 50 ans partent dans leur espèce de retraite, et ben c'est un truc enviable, limite. C'est vrai qu'il y avait ça. C'est pour ça aussi que je me disais, putain, c'est pas du tout féministe de dire ça, quoi. Ouais. Bref. Bon, voilà, en tout cas, on va se retrouver... je pense que ça va être les sorties, hein, ouais. Prochaine vidéo, ce sera les sorties poches, tout à fait. Ce sera les sorties poches du mois d'avril déjà. Putain, ça y est, le printemps bientôt. Le printemps est presque là. C'est considéré comme des vacances. Oui, c'est ça, t'as raison. T'as raison. Exact, il y avait un truc comme ça, ouais. Ouais, il m'a tellement pas marqué ce livre, il faut dire. Bon voilà, du coup, bon, je vais laisser YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois. Et du coup, je vous dis donc à la prochaine pour les sorties poches. Bisous, bisous. Miaou.